Pour le dossier 4, eh bien, vous êtes de garde aux urgences et vous prenez en charge Monsieur A, il a 30 ans, et il vient pour une céphalée aiguë qui évolue depuis 1 heure, qui est latéralisée à gauche, maximale en rétro-orbitaire et qu'il évalue à 8 sur 10. Il est en larmes, difficile à interroger, mais vous notez d'emblée qu'il y a une discrète chute de la paupière à gauche et que ses pupilles sont asymétriques, avec une pupille gauche qui est plus petite que la droite ou une droite plus grosse que la gauche. Dites-le comme vous voulez. Question numéro 1, quels sont les 2 diagnostics à évoquer en priorité et comment est-ce que vous complétez votre examen physique? Alors, déjà, il faut décrire ce que vous voyez. Un ptosis et une pupille gauche qui est en myosis, d'accord? Donc, ptosis, myosis, vous devez penser à un Claude Bernard Horner. Devant un Claude Bernard Horner, dans un cadre comme ça de céphalée intense, il y a 2 hypothèses. Soit il s'agit d'une algie vasculaire de la face, soit il s'agit d'une dissection carotidienne, qui dans ces cas-là serait une dissection carotidienne gauche. C'est homolatéral au Claude Bernard Horner. Pour une algie vasculaire de la face, vous allez rechercher à l'examen physique des signes vasomoteurs, donc un larmoiement, une rougeur conjonctivale, un écoulement nasal. Et dans l'hypothèse d'une éventuelle dissection, on va faire un examen neurologique complet pour rechercher des signes déficitaires qui pourraient être secondaires à un accident ischémique lié à la dissection. Donc un déficit sensitivo-moteur droit, un trouble du langage par exemple. Il faut faire attention à bien caractériser l'anomalie oculomotrice, puisque vous savez que dans le cadre d'un ptosis, on peut avoir un myosis. Ptosis-myosis, c'est le Claude Bernard Horner, mais on peut aussi avoir parfois une mydriase. Ptosis-mydriase, ça se voit dans le cadre d'une atteinte du 3, et ça envoie vers d'autres diagnostics. Deuxième question, le patient vous rapporte plusieurs épisodes similaires depuis environ 1 mois, pluri-hebdomadaires, qu'aucun antalgique n'arrive à soulager. Quel diagnostic posez-vous? Eh bien là, clairement, on n'est pas dans le cadre d'une dissection. La dissection, c'est une pathologie aiguë, c'est pas quelque chose de récurrent, donc on est face à une algie vasculaire de la face. Comment expliquer le ptosis et la mydriase? Alors déjà, attention, là le problème n'est pas une mydriase, mais un myosis. C'est pour ça qu'il faut bien analyser l'énoncé. Certes, on vous dit que la pupille droite est plus grosse que la gauche, mais le ptosis, il est à gauche. Donc la pupille pathologique, c'est la pupille gauche. Évidemment, c'est plus simple si on vous dit qu'il a un myosis gauche. Mais il faut aussi savoir décrypter un énoncé peu clair, parce que dans la vraie vie, c'est comme ça que vous décrypterez ce que vous dit une infirmière ou éventuellement l'externe qui voit le patient en premier. Donc, comment expliquer le ptosis et le myosis, donc le Claude Bernard Horner? Eh bien, c'est que dans l'algie vasculaire de la face, il y a des symptômes végétatifs qui sont des symptômes sympathiques. C'est ça aussi qui explique le larmoiement, la congestion nasale, etc., que je vous ai décrit à la première question. Troisième question, quels sont les 2 traitements que vous pouvez utiliser pour soulager ce patient? En gros, sur une crise d'algie vasculaire de la face, il y a 2 possibilités. Soit ce sont des triptans, mais pas n'importe comment, pas n'importe lesquels. Ce sont des triptans en injection sous-cutanée, c'est le sumatriptan qui existe. Et ça ne marche d'ailleurs qu'en voie sous-cutanée, les triptans Péros, ça ne marche pas. Et l'autre possibilité, qui est celle qu'en fait on utilise souvent aux urgences parce qu'on l'a beaucoup plus facilement, c'est l'oxygénothérapie au masque, 6 litres minutes pendant 15 minutes, et ça a un très bon effet antalgique. Quatrième question, 3 ans après cet épisode, Monsieur A va de nouveau se rendre aux urgences pour des céphalées. Cette fois, c'est sa femme qui l'accompagne et elle décrit des céphalées pulsatiles en casque qui sont différentes des épisodes pour lesquels il était initialement suivi et qui évoluent depuis 48 heures. Il est gêné par le bruit, la lumière, n'a pas pu aller travailler et il a présenté 4 épisodes de vomissement le jour même. Elle vous dit que même si elle ne sait pas si c'est lié, leur fils de 18 mois a en ce moment une gastro-entérite. Et quand vous examinez le patient, vous voyez qu'il a une hyperthermie à 39. Il est ralenti, très asthénique, mais il est bien orienté. L'examen neurologique est normal. Il a juste des réflexes ostéotendineux qui sont vifs et diffusés aux 2 membres inférieurs. Vous avez des réflexes cutanéo-plantaires indifférents. Alors, question, quel est votre diagnostic et quel élément manque dans l'examen clinique et quel examen complémentaire au singulier est prioritaire? Alors, vous avez un patient qui a de façon assez nette un syndrome méningé, il a les céphalées, la photophonophobie.
On est dans un cadre plutôt infectieux, température à 39, des vomissements itératifs, mais ce qui vous manque pour pour compléter le tableau de syndrome méningé, c'est la raideur de nuque. Donc raideur de nuque que vous allez rechercher aussi bien à la mobilisation du rachis cervical que aux manœuvres de Kernig et Brusinski. Et le premier examen à faire, ça va être la ponction lombaire. Évidemment, après, vous êtes rassuré que le patient ne présentait pas de troubles de l'hémostase, il n'avait pas de thrombopénie associée. Il n'y a pas chez ce patient de contre-indication à la ponction lombaire, notamment la vivacité des réflexes est quelque chose qui se voit assez fréquemment dans les méningites et qui n'est pas lié à une atteinte de l'encéphale. 5e question, voici une partie des résultats du bilan. Alors, sa natrémie est à 148, sa calémie est à 3, donc 148 élevé, vous savez, normal sup c'est 145, calémie à 3 c'est bas. Chlorurémie 90, pareil, un peu bas. Uréa 12, c'est haut. Créate 120, c'est trop haut. L'hémostase est normale. Une hyperleucocytose à 9500. Et dans le LCR, le direct est négatif. La glycorachie est à 2,2. La protéinorachie est à 0,9. Il y a 500 éléments, dont 90% de lymphocytes. Quelle est la donnée indispensable qui manque parmi les résultats que l'on vient de vous donner et pourquoi ? Vous savez que ce patient-là, il a une méningite lymphocytaire, d'accord ? 500 éléments, 90% de lympho, c'est assez clair. Vous savez que dans la méningite lymphocytaire, il y a des pathologies extrêmement graves, pour ne pas les nommer la méningite tuberculeuse et l'hystérienne, qui ont comme caractéristique d'entraîner très souvent une hypoglycorachie. Or, pour pouvoir interpréter la glycorachie, vous avez besoin d'avoir la glycémie concomitante parce qu'on ne parlera d'hypoglycorachie que si la valeur dans le LCR est inférieure à la moitié de la valeur sanguine. Donc, si vous n'avez que la valeur dans le LCR, sans la valeur de glycémie concomitante, vous ne pouvez pas conclure et vous êtes en général obligé de refaire l'examen. Cette donnée est rassurante. Quel est votre diagnostic le plus probable? Et citez 7 éléments qui vous amènent à conclure à ce diagnostic. Très probablement que ce patient souffre d'une méningite aiguë virale bénigne, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une notion épidémique avec l'atteinte chez son fils, la gastro-entérite chez son fils. Il a une présentation clinique qui est qui en tout cas est tout à fait compatible avec un syndrome méningé qui est vraiment au premier plan, très intense. Il a une hyperthermie majeure. Il n'y a aucun signe de localisation, ça c'est fondamental. Vous ne pouvez pas parler de méningite bénigne si vous avez des signes de localisation qui signent une atteinte encéphalitique. Vous avez dans la ponction lombaire des éléments qui vont bien. D'abord, il n'y a pas de germe direct, donc on est bien dans quelque chose d'aseptique. D'autre part, l'hyperprotéinorachie est modérée. La méningite est à prédominance lymphocytaire. Vous savez que les méningites virales sont à prédominance lymphocytaire. Si vous aviez des polynucléaires en nombre, on serait dans un autre cadre diagnostique. Et enfin et surtout, la glycorachie est normale. Vous pouvez le dire puisque on vous a dit que la donnée que vous recherchiez était rassurante. Évidemment, en cas d'hypoglycorachie, vous n'auriez pas pu conclure à une méningite virale aiguë bénigne. Vous auriez dû rechercher du BK ou une dystéria. Pourrait-on évoquer une méningoencéphalite virale devant le ralentissement psychique du patient? Alors, c'est vrai que je vous ai parlé des réflexes, j'ai pas parlé du ralentissement. Tant que c'est un ralentissement isolé, il ne signe pas forcément une atteinte de l'encéphale. Les patients qui ont beaucoup de fièvre, une hyperthermie à 39, en général, ça vous ralentit si vous l'avez déjà vécu. Et s'il s'agissait d'une encéphalite, ce ralentissement serait associé à d'autres symptômes, comme par exemple un syndrome confusionnel avec une désorientation, etc. C'est pour ça que c'est très important de bien examiner ces patients pour s'assurer qu'il ne s'agit que d'un ralentissement et pas d'un trouble de vigilance, d'un syndrome confusionnel ou de quelque chose qui s'accompagnerait d'un autre signe de localisation où pour le coup on pourrait conclure qu'il s'agit d'une méningoencéphalite et pas d'une méningite seule. 7e question, quelle est la prise en charge à proposer à ce patient? Alors, vous savez qu'il n'y a pas de traitement des méningites virales, pas de traitement étiologique, mais il y a un traitement symptomatique qui est relativement important, notamment chez ce patient.
Il faut l'hospitaliser parce que vous avez vu dans le bilan biologique, ce patient est extrêmement déshydraté, ce qui contribue probablement d'ailleurs à son ralentissement. Et donc il va falloir procéder à une hydratation par voie intraveineuse puisqu'il n'arrête pas de vomir, donc vous n'allez pas réussir à le réhydrater per os. Vous avez vu qu'il a une déshydratation qui est mixte, donc on va lui apporter du sérum physiologique. Environ 1,5 litre minimum par jour, mais on peut aller à plus, il a un rein qui refonctionnera, donc vous pouvez lui donner 2 litres, ça pose pas de souci. Il faudra lui supplémenter en potassium puisque vous avez vu que sa kaliémie était basse. Et puis, vous allez donner des traitements symptomatiques, à la fois antiémétiques, du primpéran, antalgique, du perfalgan, on va faire simple. Et comme toujours, vous allez surveiller votre patient, surveiller son EVA, surveiller son état neurologique et notamment son état de vigilance pour être sûr que vous n'avez pas fait d'erreur diagnostique. Surveiller sa diurèse et ses vomissements qui vous permettraient d'adapter votre traitement d'hydratation, et puis une surveillance paraclinique avec un ionogramme et une fonction rénale régulière. Pourquoi faut-il réhydrater le patient ? Parce qu'on vous a dit dans l'énoncé que sa natrémie était haute, il est à 148, vous voyez qu'il y a une déshydratation avec un profil assez fonctionnel, une insuffisance rénale avec un profil fonctionnel, il a une urée et une créate qui sont élevées. Or, ce patient, on vous le dit aussi, a déjà présenté 4 épisodes de vomissement, donc il risque de continuer de se déshydrater. Et pour le coup, il y a des complications qui sont propres à la déshydratation, il peut convulser, etc. etc. Donc il faut prévenir ces complications-là en le réhydratant par voie intraveineuse. Ça vous permet également de donner un traitement antalgique approprié et de toute façon, ça permet également de faire le diagnostic de certitude quelque part de la méningite virale, puisque ce sont des méningites qui vont s'améliorer assez rapidement en quelques jours. Donc il est tout à fait licite, quand il y a d'autres symptômes de gravité comme la déshydratation de ce patient, de les garder quelques jours pour s'assurer que leur état va spontanément s'améliorer.